يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Heureux de vous retrouver en ce lundi pour revenir sur une actualité footballistique riche. Tout d'abord avec la consécration de l'AS Sochaux qui domine le Shabab Briadi de Belouizdad et qui s'impose face aux favoris après prolongation 2-1 face à une équipe du CRB méconnaissable. Fin du rassemblement du mois de juin pour notre équipe nationale. Que retenir de ces deux matchs face à l'Ouganda et la Tunisie? Et puis on reviendra sur les Jeux panarabes. Est-ce que l'Algérie est fin prête? Plusieurs visites d'inspection sur les différents sites, mais également hôtels, aéroports. Et puis on parlera de la sélection des U23. Est-ce qu'il ne faudrait pas se rabattre sur les joueurs de l'équipe réserve au lieu d'aller chercher dans les effectifs de Ligue 1 alors que le championnat n'est pas encore terminé? Et ça pourrait également retarder les matchs ou la fin du championnat. Des hauts et des bas consacrés au mercato. Riyad Mahrez ira-t-il en Arabie Saoudite ou va-t-il rester à Manchester City? En d'autres termes, on parlera tout simplement de ce mercato et de Kylian Mbappé qui pourrait également changer de destination et retrouver le Real Madrid. L'USMA d'Alger qui s'impose face au Mouloudia d'Alger. 2-0, une équipe du Mouloudia d'Alger dans le creux de la vague actuellement. Voilà pour le décor de l'émission qui est planté avec nous ce soir. On le retrouve avec plaisir, Toufek Roulichi, qui a quitté la direction technique nationale, eh bien, qui retrouve la liberté de parole, si je puis m'exprimer ainsi. Bonsoir. Bonsoir Mammar, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci d'être avec nous. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mammar et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Aujourd'hui, s'est déroulée l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football, bilan moral et financier adopté à l'unanimité. Avant de dérouler l'émission, une question et la présentation du bilan technique. C'est votre bilan technique, mais vous n'y étiez pas. Ben effectivement, puisque c'est moi qui ai assuré l'intérim de la DTN durant cette année, l'année de 2022. Donc pratiquement, c'est le bilan de la direction technique que je dirigeais à l'époque en tant qu'intérimaire. Si on devait qualifier ce bilan technique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, en termes de formation, je pense qu'on a fait énormément de stages. C'était une reprise jusqu'à après le Covid. Donc, je n'ai pas en mémoire le chiffre exact, mais c'était vraiment intense en termes de... D'ailleurs, il peut le justifier puisqu'il a participé à plusieurs stages de formation, Sid Ahmed. Et en termes de résultats de nos équipes nationales? Les équipes nationales, c'est vrai que moi j'ai pris le train en marche en termes de gestion des équipes nationales et de la compétition. Il y avait les U20, les U17, les U18, les U23. Ça a été un flop partout. Pardon? Partout, on n'a pas... finaliste du Chan, bon, c'est ce qu'on retiendra. Pour le reste, tout à fait. On est passé complètement à côté, comme d'habitude, j'allais dire. Pour les sélections de jeunes. Comme d'habitude, parce que d'habitude, on ne participe même pas. Non, on a participé à plusieurs compétitions au niveau des jeunes. Mais le problème, bon, c'est un autre débat, le problème reste posé en termes de prise en charge des différentes catégories des jeunes, surtout au niveau des clubs. Donc ça se répercute un peu sur les résultats. Au niveau de l'équipe nationale, ils sont bien pris en charge. Non. Le problème, la prise en charge, elle est là. Tu peux prendre en charge. Et également, peut-être qu'on n'a pas eu le nez, on n'a pas cherché également les bons staffs. On n'a pas composé des bons staffs. Ben, ça, c'est un autre débat aussi. Ouais, voilà. Moi, je dirais l'essentiel, c'est qu'il faut avoir de bons joueurs pour avoir de bons sélections nationales. Et avoir de bons entraîneurs également. Eh ben, ça va de soi. C'est un tout. C'est un tout. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un échec. Je dirais, c'était prévisible parce que les joueurs, c'est pas des joueurs qui ont été pris en charge vraiment d'une manière très sérieuse au niveau des clubs, et tout le monde le sait. Et si vraiment on veut avoir des équipes nationales qui réalisent des résultats, il faut commencer à la base au niveau des clubs. Mais moi, je pense que, Mammar, comme l'a dit Toufek, c'est vrai que sur le plan résultat et au niveau de toutes les catégories, ça a été un flop, comme vous l'avez dit.
Par contre, moi, je voudrais revenir sur certains épisodes. Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que l'Algérie, on revient au tournoi de Toulon après je ne sais combien d'années, 40 ans. On n'est plus revenu. L'année dernière, on a participé. Oui. Sous son mandat. Justement. Bon, sous son mandat, mais il ne faut pas oublier que la personne qui était derrière cette participation, c'est le français qui était au niveau de la DTN, de DN, j'ai oublié son nom, qui était à l'époque de... Non, à l'époque de Zetchi, j'ai oublié son nom. Oui, c'est lui qui a intervenu pour inscrire, que ce soit notre équipe nationale, pour participer à ce tournoi de Toulon, et aussi le tournoi de, j'ai oublié le deuxième tournoi. Montaigu. Montaigu, ouais. Donc c'est lui qui était derrière. Mais justement, c'est pour ça que je dis ça. Parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que c'est important de participer à ce genre d'événement où le niveau est assez relevé. Et c'est comme ça que nos joueurs et nos jeunes sélections peuvent se hisser et peuvent atteindre un certain niveau de compétitivité. Surtout, aujourd'hui, c'est vrai que les résultats ne sont pas là. Et quand je vois, par exemple, je ne suis pas en train de défendre le sélectionneur national des U17, mais quand je vois l'engouement qui est donné à une catégorie qui joue un tournoi, c'est un tournoi de préparation, ils sont en formation, c'est des joueurs qui sont en formation. Pourquoi aller chercher le résultat? C'est vrai que c'est bien de gagner, mais le plus important, c'est de pouvoir retrouver certains de ces joueurs dans 3, 4, 5 ans en équipe première. C'est là la véritable réussite de ces compétitions, et non pas de remporter le sacre et dans 5 ans ne retrouver aucun joueur. On ne le retrouve pas. Je vais revenir, si vous voulez aller à Montaigu ou à Toulon, il faut payer. Oui. Les autres tournois, c'est gratuit. C'est toute la différence. Il faut payer et c'est pas facile d'intégrer ce genre de tournoi. Il y a aussi le tournoi de Rosé à Nantes. Très bien, donc voilà, c'est pour juste préciser. Allez, on y va sur l'événement de Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment la Coupe d'Algérie qui s'est déroulée au stade Miloud Hedfi. AS Sochlef, CRB. Sur le papier, le CRB, une seule défaite cette saison, largement favori. Mais sur le terrain, ça a été une toute autre histoire. Récit de ce match signé Sid Ahmed Radis. L'AS Sochlef a arraché de haute lutte sa deuxième Coupe d'Algérie de l'histoire en battant le CR Belouizdad 2-1 après prolongation au stade Miloud Hedfi à Oran, en présence du président de la République Abdelmajid Tebboune et du sélectionneur national Djamel Belmadi. C'est pourtant les joueurs du coach Nabil El Kouki qui ont ouvert la marque dès la 8e minute de jeu à la suite d'un penalty transformé par Wamba. Le Chabab débute parfaitement bien cette finale. Après ce but encaissé, les Chélifiens vont tout de suite réagir et mener une attaque dans le camp Belouizdadi. Wamba encore lui touche cette fois-ci le ballon de la main dans la surface de réparation, mais l'arbitre ne branche pas. Les hommes de Amrani vont multiplier les offensives en cette première période dans la perspective de revenir à la marque. Mais ils ne trouveront pas la faille face à une défense du CRB bien compacte. De retour des vestiaires, les joueurs de l'ASO vont mettre la pression sur les buts de Gundouz et leurs efforts vont être payants à la 67e minute de jeu. Haddadi, élu homme du match côté chélifien, remet les pendules à l'heure d'une tête rageuse. C'est sur ce score que l'arbitre sifflera la fin des 90 minutes de cette finale très disputée. On jouera donc les prolongations. Et 4 minutes seulement après le coup d'envoi de la première période de la prolongation, le virevoltant Morsli, oublié par la défense du CRB, et bien seul au second poteau, reprend de voler par 2 fois pour tromper le portier Belouizdadi et réussit à donner l'avantage à son équipe. L'ASO est devant pour la première fois dans cette finale. Les joueurs du CRB tenteront de revenir, mais en vain, ils n'y sont plus, à l'image de leur entraîneur expulsé après plusieurs contestations. Et c'est même les Chélifiens qui auraient pu aggraver la marque et anéantir les espoirs du Chabab, mais Gundouz maintient son équipe dans la partie. Les joueurs de l'ASO vont préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. C'est donc le second trophée pour l'AS Sochlef et le 5e pour son coach Abdelkader Amrani qui devient le recordman de la compétition. Oui, c'est le recordman de la compétition. Allez, des réactions tout d'abord avec Souiba, l'attaquant de l'AS Sochlef. Nous avons remporté la Coupe d'Algérie pour la seconde fois dans l'histoire de la Sochlef. Depuis le premier match de Coupe, nous avions l'ambition d'aller le plus loin possible et de remporter cette Coupe. Nous avons cru en nos chances jusqu'à la dernière minute. Même aujourd'hui, nous étions menés et nous sommes revenus. Cela démontre la force de caractère de notre groupe, sans oublier la touche de l'entraîneur. Nous sommes récompensés de nos efforts. Je remercie les supporters et je leur dédie cette Coupe. Alors, Souiba, il le dit, la touche de l'entraîneur, 5 finales, 5 victoires pour l'entraîneur Amrani avec différentes formations. Il a déjà gagné avec Schlef. Je voudrais reprendre la déclaration du président du CRB. C'est toute la différence entre un entraîneur qui a l'habitude de gagner, qui a un palmarès en coupe, et un entraîneur qui n'a jamais rien gagné.
Est-ce que ça résume bien cette finale, ce face-à-face? Je pense qu'Amrani n'est plus à présenter. C'est un gars qui a eu énormément d'expérience, surtout au niveau de la Coupe d'Algérie. Il a participé à plusieurs finales. 5, c'était la 5e. Tout à fait. Donc une finale, ça se gère d'une manière un peu qui n'est pas ordinaire. Je pense qu'elle a trouvé... vous savez très bien que l'entraîneur, comme je l'ai si bien dit à plusieurs reprises, c'est un réducteur d'incertitude, c'est quelqu'un qui propose des solutions. Donc je pense qu'il a réduit l'incertitude au niveau des esprits des joueurs et il a proposé aussi des solutions devant un adversaire qui était sur papier, qui était favori. Donc un triple champion d'Algérie durant les 3 dernières années. Dernier vainqueur de la Coupe d'Algérie. Et aussi, il avait un effectif qui est, je dirais, c'est presque le meilleur effectif actuellement au niveau du championnat. Sur le papier. Donc, il a aussi trouvé les solutions devant un adversaire qui était vraiment favori. Et je dirais aussi que Schleff était vraiment à la hauteur de cet événement durant cette finale. Devant. Quand vous dites à la hauteur, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, dans l'envie, dans l'anticipation, sur le plan physique, c'est ce que je retiens, moi. Non, c'est tout ça. C'est une équipe qui était présente du début jusqu'à la fin. Chose qu'on n'a pas constatée, c'est le CRB. C'est une équipe qui n'était pas vraiment à la hauteur de cet événement, qui n'était pas vraiment présente, malgré la richesse de l'effectif. Et aussi, je pense qu'ils ont trouvé énormément de difficultés de trouver des solutions à des problèmes tactiques posés par le Schleff. Je vais me tourner vers vous, vous qui avez été joueur, qui voulez vous reconvertir en tant qu'entraîneur. Il y a eu le pénalty du CRB, il y a eu le pénalty non sifflé, on l'a vu pour l'AS Schleff, contestation. Ce que je retiens, c'est le mental. Si je dis ça, c'est joué au mental. Ils ne sont jamais sortis du match, les Chérifiens. À l'inverse du CRB, qui n'ont jamais été... Ils ne sont jamais rentrés dans le match. Exactement, qui n'ont pas donné cette impression d'avoir bien préparé le match. Parce qu'on le disait avant le match, souvenez-vous, juste avant la finale, que ça allait être un match qui se prépare beaucoup plus sur le plan psychologique. C'est-à-dire que c'est une finale avec tout ce qui va avec. Donc on doit être prêt mentalement le jour J. Or, le CRB n'a pas donné cette impression et ça m'a un peu rappelé le match face à Mamelodi Sundowns. J'allais vous le dire. Lors des grands rendez-vous, j'ai comme l'impression, je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur du vestiaire, mais j'ai comme l'impression que le CRB a tendance à ne pas être concentré, du moins les joueurs, l'entraîneur aussi, parce que c'est aussi, aujourd'hui il est ici, il peut en témoigner, c'est aussi le rôle de l'entraîneur de mobiliser ses troupes, de leur donner un peu le fil conducteur de la préparation. Le plan de jeu, la préparation. Au-delà du plan de jeu, on fait abstraction du technique. On parle de la préparation psychologique et mentale, d'être à l'assaut d'une compétition qu'on doit aller chercher, comme ce fut le cas face à Mamelodi Sundowns, où on avait l'impression que les joueurs du CRB étaient perdus sur le terrain. C'est la même impression qu'ils ont donnée face à l'AS Schleff. Il ne faut pas enlever... enlever non. Et il a un très grand mérite, M. Amrani. Non seulement qu'il a préparé ses joueurs, il a préparé... Non. Je m'explique. Il a préparé. Tout le monde a parlé de la préparation mentale et du rôle de Amrani sur le plan de la préparation mentale. Oui, le jeu, et aussi le jeu. C'est un entraîneur. Il fait un coaching gagnant. Tout à fait. Non seulement un coaching gagnant, mais la gestion sur le plan tactique du début jusqu'à la fin. Une équipe qui joue la relégation, elle est menée au score et elle revient au score et elle marque le deuxième but. Ça, ils auraient pu marquer un troisième aussi. Tout à fait. Sur le plan moral, c'est une équipe qui était vraiment très bien préparée. Et aussi, on avait la production. En termes de production, on avait une équipe de Schleff qui a produit du beau jeu. Qui a produit aussi, sur le plan tactique, c'est des joueurs qui savaient... Mais il y a de l'expérience. Bien sûr, beaucoup d'expérience. Mais il n'y a qu'à voir aussi, Mahamar, le match des demi-finales face à la JS Saoura. Ils donnent une leçon à la JS Saoura, comme ils ont donné une leçon au CRB. C'était la copie de Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Je vais le dire comme ça, de manière très brutale plutôt. El Kouki, je pense qu'il a des difficultés à lire un match. Ouais. Je m'explique. Dans son coaching... Selmi, il ne doit jamais sortir lors de la finale. Vous avez tout compris. Jamais. Selmi, c'est son meilleur joueur. Jamais il doit sur sortir. le terrain, il le sort. Et après, il se perd complètement dans ses choix. Il n'y avait plus de milieu de terrain. Est-ce que, contre Mamelodi Sundowns, également, il se perd dans ses choix? Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur les gros matchs comme ça? Non, mais je pose la question. Est-ce que peut-être, je veux le dire, parce que quand ça se répète 2 fois dans le temps,
il faut être inquiet. Je pense surtout qu'il a un problème. Mamar, je pense que personnellement, je ne détiens pas les non, mais la lecture du match. C'est vrai, la lecture. De loin, on peut faire la lecture qu'on veut. Mais c'est pas qu'on veut. Je vois que Selmi est le meilleur joueur sur Exactement. le terrain. Je vois qu'en plus, il y a la bataille du milieu. Ça reste un avis. Ouais. Vous voyez que vous dites que Selmi, c'est le meilleur joueur. Peut-être que moi, je dirais autre chose. Qu'est-ce que vous dites, Sidi Ahmed? Ah oui, Non, je parle non, du... non, pourquoi s'il y a un avis dominant? C'est pour ça que je pose la question. Je ne dis pas que Selmi n'est pas un bon joueur ou Selmi n'était pas bon sur le terrain. La bataille du milieu. Tout à fait. C'est ce que Schleff a... Ils ont pris le milieu. Tout à fait. Ils ont pris le milieu de terrain et à partir de là, et l'équipe qui peut dominer un match, tout d'abord, elle doit dominer la bataille du milieu de terrain. C'est ce que Schleff a fait. Mais pour vous dire que Kouki n'a pas une bonne lecture du match ou ne fait pas de bon coaching... Sur les gros matchs, moi je dis comme ça, sur les gros matchs. Hein, oui, c'est vrai que sur les gros matchs... ça se répète 2 fois dans le temps. Le CRB est passé à côté. Donc c'est l'entraîneur aussi, il a une grande responsabilité en termes de défaillite, si j'ose dire, tactique sur le terrain. Il est responsable. Mais les joueurs aussi sont responsables. Moi je pense que... Oui, et on refermera le sujet coupe. S'il y a vraiment une faillite collective et une faillite tactique de la part de El Kouki, moi je pense qu'elle est au niveau de la gestion de l'effectif sur toute la saison et non pas sur un seul match. Ben je suis entièrement d'accord avec Ahmed. Sur ce point-là, peut-être qu'en termes de gestion sur tout au long de la saison, je pense que le Kouki, ça tout le monde le sait, il a utilisé beaucoup plus un certain nombre de joueurs. 12 joueurs, pas plus. Et là, en termes de concurrence, donc il va tuer la concurrence. Il a tué la concurrence par rapport à d'autres joueurs qui ne croient plus qu'ils vont être titularisés. Et à partir de là, c'est les mêmes joueurs qui ont joué depuis le début de saison. Ce n'est qu'un simple avis jusqu'à maintenant. Donc, on a vu qu'aussi certains joueurs étaient vraiment saturés sur le terrain. Et Moussé, surtout physiquement. C'est ça qui est frappant. Non, mais moi, quand je vois le match, face à l'AS Schleff, la différence du niveau physique, elle est flagrante. Mais on le voit clairement. Ça sautait aux yeux. Des joueurs, par exemple, il y a eu 2 joueurs qui étaient absents. Draoui et Elizag. Les 2 meilleurs joueurs au milieu de terrain pour le CRB. Et à aucun moment, comme vous l'avez dit, il y a un joueur qui sort du lot, qui s'est extirpé et qui fait une super belle première mi-temps. C'était lui le meneur de cette équipe du CRB. En deuxième mi-temps, il le sort. Et vous avez des joueurs qui étaient performants à une époque, je dis l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, la saison dernière, Belkhair. Il a perdu son football, lui. Il n'y est plus. Il a perdu son football. Donc, si un joueur, vous ne l'utilisez pas, vous ne faites pas tourner votre effectif, à un moment donné, ça devient compliqué. Il est à 8 mois sans compétition. C'est très compliqué d'avoir et de tirer le meilleur de ce joueur-là après. Très bien. Oui, vous voulez rajouter rapidement? Non, oui, je parle du cas de Belkhair. Belkhair, il ne faut pas oublier, depuis les 2 dernières années, il a été trop utilisé. Et à un certain moment, au niveau de l'équipe nationale et puis au niveau du CRB. Donc c'est un joueur, il est très jeune. Donc on l'a utilisé plus que l'on faut, trop tôt par rapport à son âge. Et c'est à partir de là que maintenant on constate Belkhair, il a perdu complètement son football. Et j'espère qu'il reviendra le plus rapidement possible. Et aussi, à un certain moment, c'est un joueur qui s'est blessé à plusieurs reprises. Voilà pour cette finale. Maintenant, pour le CRB, il restera les 5 matchs, les 5 finales à disputer parce que le titre n'est pas encore joué. Kouki est partant, il est interdit d'entraînement. Alors, comment ça va se gérer? Là, ça se complique pour du côté du CRB. Comment ils vont gérer les 5 derniers matchs? Là est toute la question. Pour le moment, on n'a pas les éléments de réponse et même du côté du CRB, rien ne filtre sur rien n'est encore cette officiel. question. Sur le Kouki, si. Sur le Kouki, il est interdit d'entraînement. Oui, mais il n'a pas encore résilié son contrat. Il est encore hier, moi, j'ai entendu Monsieur Abrouk Mohamed dans une émission de télé, il a dit qu'il va terminer les 5 derniers matchs. Alors moi je vous dis, il est interdit d'entraînement. Voilà, ça va dans tous les sens. Ça va dans ce que j'ai entendu d'un membre du conseil d'administration. Oui, ça va, l'ancien gardien du CRB. On va parler de l'équipe nationale maintenant. Il y a eu les 2 derniers matchs, il y a eu les 2 matchs du mois de juin, le rassemblement FIFA. Match officiel vainqueur de l'Ouganda 2-1. À Annaba, 1 but partout dans un stade archi-comble. La question est toute simple. Que retenir de ces 2 matchs dans une équipe en reconstruction? Alors la question, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points? On est à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il n'y a pas beaucoup de dates FIFA, il restera 2 dates Deux dates FIFA. FIFA. Ça va être un véritable casse-tête pour l'entraîneur national, notamment pour trouver La composante. la Le 11 composante, qui va dégager débuter, le 11, sa colonne vertébrale, les joueurs déjà Après, il y a des joueurs qui sont là, Oui, qui les sont joueurs qui installés. sont là. Je pense Alors, que... Toufik Koulichi, Bon, je pense, durant ces 2 matchs, on a vu que le coach national a utilisé beaucoup de joueurs. C'est vrai que vous avez utilisé un mot. On est dans la reconstruction d'une future équipe nationale. Et il a fait appel à beaucoup de joueurs. Durant le premier match, on a vu qu'il a essayé pas mal de joueurs, puisqu'on était déjà qualifiés. Et je dirais qu'il a pris le risque, même en termes de résultat final de ce match, parce que ça n'influence pas sur la qualification de l'équipe. Il a utilisé beaucoup de joueurs. Sur le deuxième match, 48 heures après, il a utilisé d'autres joueurs qu'il connaît beaucoup plus que les joueurs du premier match. Je pense qu'il est à la recherche de... non, il est à la recherche. Il est à la recherche de la construction d'une équipe nationale, d'une future équipe nationale. Futur, d'une équipe, de monter une équipe compétitive pour la Coupe d'Afrique des Nations. Attendez, j'arrive. Maintenant, il a une idée déjà sur les joueurs qui ont joué le premier match et le deuxième match. Mais je suis certain qu'il a une idée derrière sa tête pour l'équipe ou les joueurs qui vont peut-être participer à la CAN, la prochaine CAN. Donc il a encore 2 dates FIFA. Je pense et je suis convaincu que sur ces 2 dates FIFA, nous allons voir les joueurs, à 90% les joueurs qui iront à la Coupe d'Afrique des Nations. Et notamment, il a essayé des variantes au milieu de terrain, en défense, en attaque. Les variantes en termes de nom de joueurs, et non pas en termes tactiques. Parce que sur le plan tactique, il a changé face à la Tunisie, à la sortie de Zerroké. Il a remis Bentaleb en sentinelle, ça a un peu changé. Mais ça a été toujours un 4-3-3. Avant, on était en 4-2-3. En première mi-temps, on jouait en 4-2-3. Avec Zerroké et Bentaleb. Quand on parle un 4-2-3-1, donc c'est beaucoup plus. Moi, j'ai vu, c'était un 4-3-3. Parce qu'il y avait Chaibi, il y avait les deux ailiers. Mahrez Ben Rahma. Mahrez Ben Rahma et Zerroké et Bentaleb. Tout à fait. Mais c'était 3 joueurs qui composaient un peu le milieu de terrain. Donc on a joué avec, il a débuté devant une équipe qui était vraiment très motivée. Deux milieux récupérateurs et Chaibi en animation. Et ça n'a pas suffi pour assurer une très bonne animation sur le plan offensif. Ça, c'est contre la Tunisie. Oui, bien sûr. Il n'a pas voulu prendre le risque. Déjà, la défense, elle était un peu fragile. Donc, prendre le risque et jouer avec un seul milieu récupérateur, donc, ça risque de poser un problème, surtout dès le début du match, sur le plan défensif. Et en deuxième temps, dès qu'il a vu que l'équipe a assuré un certain équilibre sur le plan défensif, il a donné un plus sur le plan, en termes d'animation, sur le plan offensif. Il a fait rentrer Awar, il a continué avec Chaibi, donc. Et Bentaleb il est resté derrière. Amoura également rentré. Oui, mais je reviens sur le plan, en termes de système de jeu. Sur les 2 matchs, il a joué avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Si on va détailler beaucoup plus, on peut parler, première mi-temps, il a joué avec deux joueurs en récupération, un milieu de terrain offensif. En deuxième mi-temps, il a inversé, il a mis un récupérateur et 2. Qui s'inverse. Tout à fait. Mais ça reste toujours un 4-3-3. Là, le téléspectateur, vous lui avez expliqué sur les schémas sur lesquels il a fonctionné. Des joueurs qui ont marqué des points. Oui. Lesquels? Amoura, Belkabla, Hadjam. Je pense aussi à Hadjam. Il y a Awar, que tout le monde connaît, c'est une plus-value certaine. Et il y a d'autres joueurs qui, personnellement, c'est un point d'interrogation. Pourquoi? Ils sont extra performants. Il y a aussi Lossif, il y a Blade, il y a Chita. C'est des joueurs qui ont quand même... Blade, ce n'était pas la première convocation. C'est pour ça que Blade a marqué des points. Et je pense que Blade sera le 3e choix après Tougaï et Bensebaini et Mandi. Donc je pense que ça sera le cas pour la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique. C'est pour ça que je dis qu'il y a des joueurs qui sont déjà là, ils sont installés. Quand je dis ça, je parle de Mandi, je parle de Bensebaini, je parle de Ben Nasser, je parle de Bentaleb, il y a Mahrez, il y a des joueurs qui sont là, c'est les cadres. Après, les joueurs qui ont marqué des points, on les a vus sur les 2 matchs. Amoura sur le premier match exceptionnel. Belkabla, il a fait un super bon match en Ouganda, enfin à Japoma face à l'Ouganda. Et sur le deuxième match face à la Tunisie, on s'attendait à ce que Ben Rahma se libère un peu plus. Vous avez devancé ma question. Ben Rahma, moi je ne comprends pas. Il y a des joueurs qui sont performants en club,
Mais en équipe nationale, il y a toujours ce frein à main. On n'arrive pas à se lâcher. Il n'arrive pas, il ne se retrouve pas avec ses coéquipiers, il n'est pas dans le bon tempo. Jamais il dans réussit le bon pas. tempo. Comment vous l'expliquez? Ça, ne me dites pas des joueurs de club et des joueurs d'équipe. Oui, ça existe. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus performants parce qu'ils ont eu suffisamment de temps de se connaître. Donc c'est une question de temps? Pardon? C'est une question de temps? C'est une question de temps. Je pense qu'il faut qu'il joue beaucoup avec l'équipe nationale et je pense qu'il trouvera un talent. C'est un talent, que ce soit au niveau du club ou au niveau de l'équipe nationale. Donc si ça ne marche pas au niveau de l'équipe nationale, il faut se poser la question pourquoi. Moi, je dirais peut-être c'est une question de temps et d'adaptation et de connaître un peu l'environnement de l'équipe nationale sur le plan technique. Et à partir de là, je pense qu'il peut s'exprimer mieux que ce qu'on a vu sur le dernier match. Simple question, je me dis, est-ce que ce ne serait pas aussi un problème de personnalité? C'est-à-dire? C'est-à-dire que Benrahma était souvent dans l'ombre de Belaïli et qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut se dire qu'on ne va pas faire de Benrahma un second Belaïli. Benrahma est Benrahma avec ses qualités et Belaïli a ses propres qualités aussi. Donc le fait d'être un peu en retrait et dans l'ombre de Belaïli pendant toutes ces années... Peut-être qu'il le vit mal? Peut-être, je ne sais pas, je pose la question. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que c'est une question de temps. Parce que le talent, même s'il c'est vrai que on constate à un certain moment qu'il y a des joueurs qui s'expriment mieux au niveau de leur club parce qu'ils ont certains repères, certaines habitudes, certains réflexes, ils se connaissent entre eux. Au niveau de l'équipe nationale, Benrahma n'a pas joué beaucoup de matchs au niveau de l'équipe nationale, mais à partir du moment où Benrahma va participer à plusieurs matchs, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dates FIFA pour l'équipe nationale. Donc, moi, je dirais que c'est une question de temps pour le Benrahma. Vous en avez une réponse rapide. L'entraîneur national en conférence de presse a laissé entendre qu'il ferait appel encore à d'autres nouveaux joueurs. On les voit d'ici. C'est qui? Adli, qui est parti en vacances avec Ben Nassar et qui joue avec lui au Milan AC. Cherki et Gouiri. Qui n'a pas joué du tout. Oui, qui n'a pas joué. Mais c'est un bon joueur. Il était au Girondins de Bordeaux. Donc vous dites Adli. Ok. Adli, je pense que ça va se faire en septembre. Il y a les deux joueurs qui évolue dans le championnat de France, Cherki côté Olympique Lyonnais et Gouiri qui a joué dernièrement avec les U23 français. Il est au championnat d'Europe. Exactement. Mais je pense, parce qu'il laissait entendre qu'il pouvait changer de nationalité. Oui, maintenant tout le monde fait du Benzema. Tout le monde communique en les gens comme ça, il vous laisse penser qu'il va vous rejoindre. Donc c'est toujours très compliqué à trouver ça, à décoder ce type de message. Avec peut-être le joueur qui joue en Angleterre, Larossi. Le latéral. Donc vous dites c'est ces 4 joueurs? Ouais, je pense que c'est 4 joueurs. Mais c'est pas un risque que prend l'entraîneur en ouvrant encore? Non, s'il est en train de réfléchir sur le moyen terme. Au mois de septembre, on s'approche. Hein. Il y a 2 mois qui se préparent. Non, il n'y a pas aussi que la Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il est. Oui, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Qu'il pense beaucoup plus sur le moyen terme. Il y avait un entraîneur qui avait fait ça, si vous vous souvenez bien, en 1986. C'était là, c'est Aden. Il y avait la Coupe d'Afrique des Nations et il y avait la Coupe du Monde. Il avait choisi sur la Coupe d'Afrique des Nations un groupe en disant cela on va voir, et après il y avait la Coupe du Monde. On s'est raté en Coupe d'Afrique des Nations et la suite vous la connaissez, ça a posé de très gros problèmes. Donc c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas avoir d'objectif intermédiaire. La Coupe d'Afrique des Nations, si vous y allez, vous allez avec l'ambition. C'est la priorité, surtout. C'est clair. Voilà, c'est ça, c'est là où vous pouvez briller. En Coupe du Monde, vous pouvez faire un coup. Et c'est par ordre de priorité. On commence par la Coupe d'Afrique et on proche bientôt. Voilà. Eh bien, on reste avec les sélections. On va parler des Jeux Panarabes. Vous êtes chargé de la logistique aux Jeux Panarabes? Non, pas du tout. Je suis. Très bien, je ne sais pas, vous me dites. Je suis le délégué technique de l'Union arabe. Délégué technique. Très bien. De l'Union arabe. Ça, c'est une petite feinte. C'est une petite feinte. Il m'a dit logistique, je ne comprenais pas. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il fait à la logistique? Mais puisque vous m'avez dit, moi, je crois tout ce que vous dites. C'est juste pour rigoler. Très bien. D'accord. Je suis le délégué technique du tournoi de football. Je représente un peu l'Union arabe. Sur le plan technique. Vous avez inspecté les stades, on va faire très vite. Les stades, c'est. Rappelons que ça jouera sur un seul stade. Les stades, c'est le stade de Annaba et le stade de Constantine. Donc, non, l'Algérie jouera qu'à Annaba. Ouais. Très bien. Il y a 2 stades retenus. Il y a 3 matchs à Annaba. Il y a un 3e match aussi. Il y a un 3e match. Il faut qu'il joue. Tout dépend de la position dans le groupe. Tout à fait. Très bien. Aujourd'hui, il y a eu une inspection des sites. C'est clair. À Constantine, il y a
trois terrains d'entraînement. Il y a un terrain pour la compétition. À Naba, il y a 2 terrains d'entraînement et un terrain pour la compétition. Donc il y a Stade Chabou et l'annexe du 19 mai pour les entraînements. 19 mai, ça sera pour la compétition. Shahid Hamlaoui, c'est pour la compétition. Et les 3 annexes de Constantine pour les entraînements. C'est là où vous l'avez. Moi, je voudrais revenir très vite sur cette équipe des U23. Elle a été montée à la va-vite. Un entraîneur a été nommé à la va-vite pour un mois. On a fait un petit peu, on a joué aux pompiers. Donc un staff qui a été composé à la va-vite, également, tout se fait à la va-vite actuellement. Et question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il, pour le championnat, parce qu'il faut lier la programmation, quand on sait qu'il y a un report de match, il reste encore 5 journées, les clubs sont montés au créneau pour dire, attendez, vous ne touchez pas aux joueurs, nous on joue, par exemple, le Paradou dit on a le maintien, la JSK dit on joue le maintien, le CRB, nous on joue le titre, il y a eu 4 joueurs qui ont été pris, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'aurait pas fallu peut-être s'appuyer sur les joueurs des équipes réserves? Qu'est-ce que vous dites peut-être que c'est une solution pour ne pas perturber la fin de championnat. La fin du championnat où il y a des équipes, il y a beaucoup d'équipes qui jouent la relégation, il y a d'autres qui jouent le titre, il y a d'autres qui jouent une place africaine. Donc si on prend, et les meilleurs joueurs sont beaucoup plus, c'est les équipes qui jouent les premiers rôles, il y a d'autres aussi qui jouent le maintien. Moi j'ai eu Bouzidi au téléphone, il me dit moi Bouali, on ne touche pas à Bouali. Il y a 4 joueurs de la JSK, ouais. Il y a 4 joueurs je pense du Paradou, il y a 4 joueurs je crois. Le Paradou ils me disent moi c'est pas une date FIFA, je ne peux pas libérer, je joue le maintien. Ouais. Donc ça aurait été mieux, à mon avis, ça aurait été mieux de prendre beaucoup plus de joueurs des U21 qui ne sont pas retenus en équipe senior. Bon, c'est un choix, on le respecte. C'est un choix qui peut compliquer la vie. Hein. Mais par contre, parce qu'il y a une petite chansonnette. Il y a une petite chansonnette que j'entends. Je vous vois arriver. Qui est, aujourd'hui, je l'ai entendue à l'Assemblée Générale, qui dit, si ça continue comme ça, on va sur un championnat à blanc, avec 2 équipes qui accèdent, et on jouera à 18. C'est une chansonnette qui revient. Et ça fait un moment que ça chantonne. Hein. C'est pas possible sur un championnat qui va... C'est vrai qu'il va se terminer vers Non, on arrête le championnat. Tout le monde dit on arrête le championnat. On arrête le championnat. C'est autre chose. Et il n'y a pas de relégation. Il n'y a pas de relégation. C'est la petite chansonnette actuelle. Ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis que tout est lié. Et c'est vrai que les clubs aujourd'hui, le championnat, s'il y a encore des changements de date, ça pourrait aller jusqu'à la fin juillet. D'ailleurs, il y aura une journée le 1er. Le 1er, ouais. 1er juillet, il y a une journée. Je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas prendre les joueurs qui sont vraiment retenus. Ouais. Au niveau des seniors, au niveau des clubs, et pour permettre à ces équipes au moins de jouer leur chance de maintien ou qu'ils aillent à la bataille avec leurs atouts. Pour les jeux arabes, le niveau, disons-le clairement, il n'est pas très élevé. D'une part, il faut donner la possibilité peut-être pour découvrir d'autres joueurs. Voilà. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il y a certains présidents qui sont montés au créneau. La solution qu'on a pu trouver pour les satisfaire, c'est de dire, allez, on ne prend pas plus de 2 joueurs par club. Mais comme vous l'avez dit, la JSK, si vous prenez Boualia et Nchat, ça y est, il n'y a plus de... c'est ce que vous prenez les meilleurs joueurs. On ne peut pas laisser partir Boualia. Le Paradou, le porte-parole du Paradou me disait également, on ne peut pas libérer nos joueurs. Donc je pense que la meilleure solution, c'est ce que disait Tofert, c'est essayer de prendre des joueurs U21 et jouer avec le championnat arabe. Et ensuite... revoir à la fin de la saison les jeux panarabes. C'est pas un championnat arabe. Voilà, c'est les jeux arabes. La différence entre les jeux panarabes et les jeux sportifs arabes. On ne va pas rester polémiquer sur l'appellation. On sait que ça va se dérouler chez nous à partir du 5 juillet prochain avec la cérémonie d'ouverture. Mais la compétition, elle débute le 2 juillet. Le 2 juillet. Cérémonie d'ouverture au stade du 5 juillet, clôture au stade. Premier match de l'Algérie face au Soudan. Au Soudan, voilà. Bon, on a à peu près ça, les rencontres qui vont se dérouler. Je le rappelle, donc le championnat, la programmation également. Sultanat d'Oman. Ok. Je rappelle juste que ça peut influer sur la programmation et sur le reste de la compétition. Il y a eu déjà une erreur qui a été commise avec l'histoire de la VAR, que ce ne soit pas une histoire bis repetita sur la sélection des joueurs. Je rappelle qu'il y a eu le cas de l'USMA d'Alger. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie des hauts et des bas. Des hauts et des bas, ça va dans tous les sens. Alors, il y a une agitation comme ça dès qu'on arrive à la fin de la saison. Pourtant, les dates mercato, c'est pas encore ouvert, mais déjà on commence. Par exemple, le Moudia d'Alger, on leur donne Belaïli, Ferrouli, et on a l'impression que Moudia d'Alger, ils vont recruter tout azimut. On annonce des joueurs ici et là, et puis chaque mercato, on lit dans la presse, il a été contacté, mais on ne vous dit pas qui l'a contacté, comment, par qui. Bon. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à un mercato agité cet été, ou bien vous dites non, ça sera calme?
Mercato agité, je ne pense pas, Ma'mar, puisque, comme tout le monde le sait, les meilleurs joueurs veulent opter beaucoup plus pour aller jouer peut-être à l'étranger et spécialement dans les pays du Golfe. Le nouvel Eldorado, l'Arabie Saoudite. Donc il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir. Le Qatar au niveau de notre championnat, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de bons joueurs. Pas beaucoup de mouvements Tout à fait, pas beaucoup de mouvements. Donc la meilleure solution pour la majorité des clubs, tout d'abord, c'est qu'il faut qu'ils essayent de maintenir leur effectif, de stabiliser leur effectif et essayer de convaincre déjà les meilleurs joueurs qui sont au niveau du club de rester dans le championnat. Très bien, mais au niveau planétaire, vous l'avez entendu, Benzema, Ronaldo, Messi, bon, qui devait aller en Arabie Saoudite, finalement, qui lui a rejoint les États-Unis et le club de Miami. Mbappé, peut-être au Real, parce qu'il ne renouvelle pas, il ne prend pas l'année en option, il ne lève pas son option, c'est pour la dernière année. Son contrat se termine en 2024, on parle déjà d'un échange. Riyad Mahrez, est-ce qu'il va rester en Angleterre ou aller en Arabie Saoudite? Peut-être un début de réponse avec Salah Faisal. Après une saison footballistique mouvementée, pleine d'émotions particulières et ponctuée par une Coupe du Monde magnifiquement organisée par l'Émirat du Qatar, les acteurs qui animent le foot mondial ont bien mérité leurs vacances, reprendre un souffle et tracer des nouvelles perspectives d'avenir. L'heure des agents a sonné, le mercato estival est ouvert. Et les transferts ont déjà été conclus. Après un triplé historique avec Manchester City, l'Allemand Ilkay Gundogan, libre après 7 saisons avec les Sky Blues, rejoint officiellement le FC Barcelone pour 2 saisons avec une option de prolongation d'une année supplémentaire. Il touchera 10 millions d'euros pour chaque saison. La clause libératoire de l'Allemand s'élève à environ 400 millions d'euros. Après N'Golo Kanté, Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly et Roberto Firmino, un autre joueur de la Première Ligue pourrait changer d'air et rejoindre l'Arabie Saoudite. Il s'agit de l'international algérien Riyad Mahrez, qui est très convoité par le club d'Al Ahly. Une offre difficile à refuser, un contrat de 2 ans d'une valeur de 50 millions d'euros par an, plus des bonus. L'offre d'Al Ahly générera à Mahrez, qui aura 33 ans en février prochain, 5 fois plus de revenus que la prolongation de son contrat qu'il a signé à City l'été dernier. Mais rien n'est encore conclu. Le sélectionneur algérien Djemal Belmadi souhaite le voir continuer en Première Ligue. Le joueur de Chelsea, Kai Havertz, se rapproche d'Arsenal. Le transfert est estimé à 70 millions d'euros. Luka Modric a prolongé à Madrid une saison de plus, soit jusqu'en 2024. Le mercato est loin d'être fini. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, pourrait plier ses bagages dès cet été après son refus de prolongation de contrat avec le club de la capitale française. L'été s'annonce chaud. Et dès qu'on parle mercato, on va retrouver notre spécialiste, Walid Bouchnafa. Walid, bonsoir. Walid Bouchnafa, bonsoir. d'Algérie 24. Walid, bonsoir. Bonsoir Ma'mar, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Al 24. Merci d'être avec nous en direct, Walid Bouchnafa. Walid, est-ce que vous êtes manager, je le rappelle, vous êtes également instructeur. Est-ce que vous pensez que ce mercato, tout d'abord en Algérie, il y a eu la réponse de Tofik Kolichet, est-ce que vous pensez que c'est un mercato qui va être mouvementé ou vous dites non, les clubs, ça ne va pas beaucoup bouger? Le mercato, ça sera un mercato à l'algérienne, comme on le voit chaque année. Expliquez-moi, c'est quoi l'algérienne? C'est quoi un mercato à l'algérienne? Une valse de joueurs d'un club A vers le club B et les meilleurs partiront dans le championnat saoudien. Mais cette année, je pense que ça sera vers le championnat plus de la Ligue 2 que la Ligue 1 saoudienne par rapport au nombre de joueurs internationaux et de joueurs d'envergure mondiale qui ont signé en Arabie Saoudite. Il y aura tout le temps les clubs tunisiens, les grands clubs tunisiens, les clubs égyptiens qui vont vouloir avoir l'oiseau rare sur les terres algériennes. Après, les clubs algériens, on sait qu'un club comme le CRB, sa force et sa stabilité. Je pense que l'USMA d'Alger, le club qui a gagné la Coupe d'Afrique, il va rester sur son ossature. Il a 14 joueurs en fin de contrat. 14 joueurs. Après, on ne change pas une équipe qui gagne. Le fin de contrat, ça ne veut pas dire que les joueurs ils vont partir. On sait que beaucoup de joueurs ils cherchent la stabilité. Le fait qu'ils sont tenants d'un titre africain, ça va motiver certains de rester sous les couleurs du club. Très bien. Et au niveau international, Mbappé serait partant ou vous dites qu'il va rester à Paris puisque des négociations ont commencé? Le Paris Saint-Germain demande Vinicius, par exemple, en échange. Oui, ça dépendra plus. Est-ce que les Qataris resteront les propriétaires du PSG? Ça parle d'un rachat d'un fonds d'investissement saoudien.
que d'autres. Mbappé, est-ce que Mbappé ne veut pas gagner cette Ligue des Champions qui manque à son palmarès? Mbappé, il a prolongé avec au Paris Saint-Germain le départ de Messi. Le départ de Mbappé reste probable. Le Real de Madrid, je pense que le FC Barcelone seront les clubs qui vont attirer la star française. Sinon, les clubs de première ligue anglaise resteront toujours à l'affût de la perle rare sur le marché français. Merci Walid Bouchneffa pour toutes ces explications. Mbappé à Barcelone, ça m'étonne. Barcelone, ils n'ont pas beaucoup de sous déjà. Manchester qui se positionne Manchester. Et avec Marcus Rashford de plus 180 millions d'euros. Très bien. Juste, on raccroche le téléphone de Walid Bouchneffa qu'on avait en direct. C'est vrai que la donne de l'Arabie Saoudite, on le disait, l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde, alors c'était... 2030. Non, ce sera finalement 2034. Ouais. Voilà, ils ont décidé de décaler. Mais c'est vrai que pour nos joueurs, c'est plus la Ligue 2 saoudienne que la Ligue 1 saoudienne. Hein. Oui. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces grandes stars. Ouais. Tout à fait. Donc, je pense que les joueurs algériens pensent beaucoup plus. C'est pas pour un challenge technique, c'est beaucoup plus. C'est comme pour tous les joueurs. Pour gagner. Pourquoi vous me dites les autres joueurs, pourquoi ils ont joué? C'est un technique. Non, je pense quand vous dites que les joueurs vont partir en... Non, mais ça sera plus quand on voit aujourd'hui l'arrivée des stars au niveau mondial. Tout à fait. Et le nombre des étrangers est limité. Donc, ils vont peut-être aller beaucoup plus. Mais il ne faut pas oublier que même la Ligue 2 au niveau de l'Arabie Saoudite, c'est relevé, oui. À un certain moment, il y a des équipes qui ont vraiment un très bon niveau. Il y a un grand... Premièrement, ça donne une exposition à l'Arabie Saoudite. Deuxièmement, on a vu les dernières victoires en Coupe du Monde contre l'Argentine, notamment. Il y a eu tout un engouement autour du football. Les stades sont pleins, de beaux stades, quoi. Tout y est. Et contrairement aux autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, c'est depuis toujours. Je me souviens, j'avais joué face à l'Ittihad Jeddah en Coupe arabe, c'était en 2004 ou 2005. Le stade, il était plein à craquer. C'est-à-dire qu'il y a un certain engouement pour le football. Ça évolue. Aujourd'hui, ça évolue parce que ça devient du football business. Il y a un objectif derrière, il y a un investissement. D'ailleurs, le Premier ministre saoudien avait racheté pas moins de 8 clubs en Arabie Saoudite et il les a donnés à des investisseurs. C'est l'État. L'État a pris en charge. C'est l'État. C'est une volonté politique pour exposer un peu cette grandeur. En Arabie Saoudite, c'est toujours l'État. Non, au niveau des petits clubs. Non, il y a eu. Mais aujourd'hui, c'est une projection. Ils ont mis beaucoup plus de moyens. Pour les 8 clubs. Ils ont mis beaucoup plus de moyens. Voilà. Et ça va être 2034. Ils ont décidé de décaler. Voilà. Très bien, et on terminera en un mot. On va terminer avec le derby algérois, méconnaissable, cette équipe du Mouloudia d'Alger. Silencieux. Bon, pour l'USMA d'Alger, ils étaient sur la lancée Sur la lancée, mais le Mouloudia d'Alger avait un super challenge. Bon, les derbys, il y avait un enjeu, la deuxième place. Moi, j'ai vu des joueurs complètement mais les derbys ont été toujours imprévisibles, donc l'équipe qui était... Il n'y avait pas de mental, le mental n'était pas là. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Pour quand un joueur reste 1 mois et demi sans compétition et que vous lui demandez d'aller jouer ensuite un derby, c'est pas très évident. D'ailleurs, l'entraîneur le disait, Patrice Baumel le disait sur ce plateau même, très compliqué de maintenir les joueurs à un degré de motivation. C'est très très compliqué, surtout en fin de saison, de ne pas jouer. Mais il n'était pas du tout dans le combat. Ils sont en vacances. Je pense qu'ils n'ont pas cette motivation d'aller chercher. Parce que vraiment, ce qui motive, c'est la compétition. Et ce n'est pas la première fois pour le Mouloudia. Pendant le mois de Ramadan, ils se sont arrêtés pendant 23 jours. Ensuite, ils s'arrêtent encore. Il y a eu beaucoup d'arrêts. Il y a eu beaucoup de coupures. Vous partagez ? Non. Si on part de ce principe, c'est qu'on va enlever un peu le mérite de l'USMA. Non. D'abord, je parle du Mouloudia, je ne parle pas de l'USMA. Mais si on est en train de justifier, le fait que le Mouloudia est passé à côté, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est que nous sommes en train d'enlever un peu le mérite de l'USMA. Une des raisons qui fait que le Mouloudia est passé à côté, c'est la bonne organisation de l'USMA et le fait que l'USMA soit compétitif sur une certaine lancée, sur une certaine dynamique, ce qui n'est pas le cas du Mouloudia, c'est ce que je voulais dire. Mais d'une part, mais sur un derby, ça se joue sur un match. Moi, j'ai vu un certain moment, j'ai assisté, j'ai vu certains matchs où des équipes qui n'étaient pas vraiment prêtes, qui manquaient de compétition, d'autres équipes qui étaient vraiment... Vous avez vu le match ? Bien sûr que j'ai vu le match. Qu'est-ce que vous dites sur le Mouloudia d'Alger ?
C'est vrai que Mouldia n'était pas présent sur le terrain. Il y a une domination de l'Ousmane d'Alger sur le plan tactique, sur le plan. Il ne faut pas oublier qu'Abdelhak a apporté beaucoup pour cette équipe, surtout sur le plan de l'organisation et en termes de motivation. Il est en train d'utiliser les joueurs, il a mis les joueurs sur le même pied d'égalité, il a créé cette concurrence et à partir de là, quand il y a une concurrence, donc pratiquement la production des joueurs, elle augmente et la motivation, elle est meilleure. Merci Tawfiq Quraishi. Je vous en prie. Bonne fête. Puisqu'on est à la veille de l'Aïd. Bonne fête. Merci encore Tawfiq Quraishi. Merci Sid Ahmed. Bonne fête également. Merci à vous tous. Je vous souhaite Eid Moubarak et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Également, je suis leur porte-voix ce soir. À tous, ils vous souhaitent une bonne fête. Merci, au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.